Bien, sans attendre, je vous propose d'attaquer le cœur du colloque avec la première session plénière. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Wendy McKay, qui est directrice de recherche à l'INRIA à Paris-Saclay, où elle dirige le groupe de recherche Human Computer Interaction. Je vous le donne en anglais, c'est HCI en français. Voilà. Madame McKay a reçu de nombreux prix pour ses travaux, donc je ne vais pas en faire la liste, et je lui d'une grande reconnaissance scientifique, ce qui se traduit en particulier par le fait qu'elle soit en 2021-2022 titulaire de la chaire annuelle Computer Science du Collège de France. C'est une spécialiste reconnue de HCI, mais surtout, plus que de l'interaction, c'est du partenariat entre les hommes et la machine, et c'est ce thème qui va être au centre de son exposé. Donc je vous demande de bien vouloir accueillir Madame McKay. Merci. Merci. Alors, comme Olivier a dit, je vais parler du partenariat entre les êtres humains et la machine. Et je vais parler sur l'interaction avec l'intelligence artificielle. Et pour moi, je pose la question, je viens d'un domaine qui s'appelle interaction humain-machine. Qu'est-ce que ça veut dire avec l'intelligence artificielle? Alors, nous, on regarde ce qui se passe dans l'IA et on dit quel est le grand défi de l'IA. Et quand je parle avec un public de chercheurs en IA, ils parlent des algorithmes. Mais moi, non, ce n'est pas ça. Alors, pour moi, je donne un exemple de quelque chose qui peut être un peu problématique. Alors, en novembre 2022, il y avait un système qui s'appelle Galactica, qui était présenté par Meta ou Facebook. Et l'idée, c'est de générer les articles de recherche automatiquement avec l'équivalent de ChatGPT. Et la question, c'est, bon, est-ce que ça va? C'est cool, hein? C'est bien. On n'a rien à faire, quoi. Juste pose les questions et les articles de recherche sortent. Et Yann LeCun, qui est le chef scientifique à Meta et avec un Turing Award, il a dit, bon, ce n'est pas un problème. Il ne voit pas le problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je donne un exemple. Il y avait une recherche et ils ont regardé un truc pour créer ce qu'on appelle, il faut traduire, en anglais on dit crushed glass, et c'était pour montrer qu'on peut bien manger c'est le verre plié. Et ce n'est pas la même chose que silicone alimentaire, mais l'article a créé quelque chose et c'est très convaincant. Alors, le système peut créer des choses qui ne sont pas du tout bien, très facilement. Et après 3 jours, ils ont cassé et ils ont arrêté le système parce que c'était en 3 jours, ils ont découvert que c'est un grand problème. Alors, est-ce que ça, c'est un problème de l'algorithme ou est-ce que c'est un problème avec comment nous, les êtres humains, interagir avec un système comme ça? Et je pense que c'est le deuxième. Alors, ça, c'est un problème. Comment le faire? OK, pour moi, ce n'est pas l'algorithme, c'est l'interaction entre l'humain et l'algorithme. Et dans ce cas-là, on a toujours cette idée de human in the loop, tout le monde parle de humain dans le boucle, mais il y a toujours un va-et-vient entre l'être humain et le système. Mais on peut travailler seulement sur l'algorithme et pas réfléchir beaucoup sur l'impact sur l'utilisateur. Ou on peut faire l'opposé. On peut essayer de regarder chaque fois qu'on fait un système interactif ou un système intelligent qui est interactif, ce qui est la plupart des systèmes maintenant, quel est l'effet sur le système, sur l'être humain, court terme ou long terme? OK. Alors, quel est le but d'un système intelligent?
est-ce qu'on peut tromper l'être humain? Alors, si on regarde l'historique, on regarde le système d'ELIZA, de Weizenbaum, et l'idée, c'est de simuler une conversation avec un être humain comme un thérapeute, quelqu'un qui donne les conseils. Et ici, bonjour, je suis Eliza, et on regarde un peu le problème. Ça fait dans les années 60, ça fait vieux. Il y a les chats très vieux. Alors, la personne répond j'ai peur. Depuis combien de temps as-tu peur? Depuis les examens de mi-session. Dis-moi en plus, j'ai peur d'échouer mon examen. Et le système répond, est-ce que tu aimes avoir peur d'échouer dans tes études? Alors l'idée, c'est le système ne comprend rien sur ce qui se passe dans l'être humain. Il utilise les formes et les formules pour discuter. Et le problème, et Weizenbaum était vraiment surpris et concerné par le fait que les gens ont pensé que le système était vraiment intelligent, même si c'était très formuléique. Alors, si on regarde maintenant, on voit des autres choses. Les systèmes sont beaucoup plus sophistiqués maintenant, mais je donne un autre exemple. Alors, ça, c'est un chat normal, et on dit, ton père et moi, on va divorcer pendant les vacances. Ça te dit? Divorcer? Réaction. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, on va à Disneyland. C'est le correcteur orthographique qui a écrit n'importe quoi. Ouais, j'ai peur. OK. Alors, ça arrive, j'imagine que la plupart de vous avez des problèmes avec le système qui corrige dans un sens avec le système le plus probable vers un algorithme quelque part, mais ce n'est pas le plus probable pour vous. Et le problème, c'est que ça change notre relation avec le système. Quand je parle avec vous, je suis influencée par mes transparents, ça me guide un peu, mais c'est moi qui parle. Il n'y a pas quelqu'un dans mon oreille qui m'explique quoi dire, ou je propose que vous dites ça, ou « Ah, vous avez fait une erreur, il faut corriger », parce que je ne peux pas parler comme ça. Mais on est forcé d'être dans une situation qu'on a écrit, d'être toujours en train de regarder est-ce qu'il a fait une erreur. Et moi, mon rôle change entre auteur et correcteur d'erreurs fait par le système. Et si on regarde la plupart des interactions avec ChatGPT et les autres choses, il y a cette supposition que c'est bien de prendre un être humain créatif et changer le rôle et de créer quelqu'un qui essaie de vérifier que le système n'a pas fait des bêtises. Et le système fait des bêtises. Alors, on regarde des autres choses. Il y a un autre truc, on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire avec l'IA? On peut faire mieux que l'être humain. Et souvent, historiquement, c'était avec les jeux. Et on regarde, par exemple, c'est très bien connu, Kasparov versus Deep Blue de IBM. Alors, il était le champion d'échecs et dans les années 90, ils ont fait un jeu avec lui et il a gagné. Mais c'est intéressant parce que Kasparov n'a pas perdu exactement. À la fin, il était déprimé, il a dit « je m'arrête ». Et il faut comprendre qu'il n'est pas contre une machine, il était contre une cinquantaine d'êtres humains, c'était les meilleurs joueurs d'échecs qu'IBM peut trouver, et une machine, et ils ont changé l'algorithme entre chaque jeu. Alors, il était en train de s'améliorer chaque fois, et lui, il était là, il était déprimé. Mais ce qui est intéressant, c'est à la fin, il a changé, et il a dit, bon, je vais créer un nouveau truc, ça veut dire l'échec interactif. Et l'idée, c'est d'aider les joueurs en échec de s'améliorer. Ça veut dire avoir la machine qui aide les êtres humains à améliorer leur performance. Pas contre l'être humain, mais jouer avec et faire mieux ensemble. Il y a un autre exemple qui est bien regardé, bien connu, c'est AlphaGo. C'est un autre jeu plus difficile à prédire que échec, qui est assez difficile. Et en 2016, il a gagné contre le meilleur joueur de Go. Mais ce qui est intéressant,
c'est au niveau de gaspillage. Qu'est-ce qui se passe avec un être humain? Un être humain avec un cerveau fait 20 watts. Et le système AlphaGo, il y avait combien? Plus de 12, 1200 CPU, 175 GPU, plus une centaine de scientifiques qui travaillent ensemble pour faire quelque chose avec un seul cerveau humain. Alors, est-ce que c'est ça l'avenir? Et bon, on peut faire des algorithmes qui sont plus efficaces, mais en fait, on ne fait pas ça. Regarde ce qui se passe avec ChatGPT. Il y a une fenêtre de 4000 mots. Et si on dépasse ça, et le système oublie, et si vous voulez tester, vous pouvez faire n'importe quoi et passer 4000 phrases et après recommencer, et le système va oublier ça. Et pour aller entre 4000 et 5000, il faut doubler la performance des algorithmes et tout ça. Alors, ça coûte cher au niveau de pouvoir et du système. Alors, troisième chose, je ne vais pas parler de ça, mais bon, l'idée, c'est qu'on va faire un système super intelligent qui va remplacer l'être humain. À mon avis, on a déjà 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. L'idée, c'est de les remplacer, ce n'est pas le plus intelligent. Et on a toujours les systèmes de science-fiction qui regardent qu'est-ce qui se passe quand il y a des systèmes super intelligents, qu'est-ce qui se passe. Bon, mais voilà, je reste là. OK, alors pourquoi le système est comme ça? Est-ce que les gens sont mauvais, ils sont méchants? Non. C'est parce qu'on a créé un système où les gens qui travaillent dans l'intelligence artificielle sont mesurés par la qualité de leurs algorithmes. Si on veut publier un Neurips ou quelque chose comme ça, il faut avoir un meilleur algorithme. Mais le problème, c'est qu'ils ne mesurent pas l'impact sur l'être humain. Ce n'est pas la même chose qu'un système interactif. Et on peut, si on dit que le seul critère est la performance de l'algorithme, on peut dire, bon, les êtres humains dans le bloc, ça c'est un problème. C'est une source de données pour améliorer mon algorithme, peut-être. Et ça peut être une source d'erreur pour les gens qui travaillent sur la cryptographie, par exemple. C'est une source d'erreur. Mais ce n'est pas pour les êtres humains, sauf hypothèse, dans un futur, on ne regarde pas, mais en théorie, c'est bien pour eux, mais pratiquement, ce n'est pas dans le but de leur recherche. OK. Alors, si on fait les deux types de mesures, il faut trouver les autres moyens de regarder et faire la recherche où on peut mesurer l'impact sur l'être humain. La question, c'est est-ce que la performance ou la qualité de vie ou quelque chose est mieux avec l'être humain qui utilise ce type de système? OK. Alors, pour nous, en interaction humain-machine, comme discipline, on a plusieurs objectifs et on a mesuré si on peut aider l'humain, on peut défier l'humain des fois, je vais montrer les exemples, et augmenter les capacités humaines. Alors, il y a un truc, ce qu'on a, quand on fait n'importe quel système interactif, il y a toujours un compromis à faire entre la puissance d'expression, ça veut dire qu'est-ce que je peux dire au système pour demander à lui de faire quelque chose, et la simplicité d'expression, d'exécution. Est-ce que je peux faire quelque chose très facilement, comme pousser un bouton, ou est-ce que je dois taper du code? Et vous voyez, il y a une différence. Un programmeur a beaucoup de puissance d'expression, mais ça prend du temps d'apprendre. Quelqu'un qui utilise un téléphone portable, l'exécution est très, très, très facile, mais le pouvoir d'expression n'est pas très bien. Alors, il y a toujours ce compromis entre la puissance et la simplicité. Nous, comme chercheurs en IHM, interaction humain-machine, on veut faire quoi? Ça, c'est pas juste de bouger dans la courbe, mais en fait, de glisser la courbe.
faire marcher, faire des choses qui sont toujours simples, mais en même temps plus puissants. Ça, c'est notre but. OK. Alors, autre chose à dire, juste un petit résumé de ce qu'on fait en IHM, c'est on regarde quelles sont les relations possibles entre les êtres humains et les systèmes intelligents. Alors, on peut prendre le système comme un outil. C'est moi, première personne, quand je parle, je suis là, c'est moi qui utilise, je le contrôle. Je prends le marteau et je l'utilise. Un autre type de relation, c'est deuxième personne. Je peux utiliser le système comme un serviteur, je commande, je délègue à lui, et c'est lui qui contrôle. Je dépasse le contrôle. Je passe le contrôle. Et troisième, et je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui, mais le troisième personne, c'est un médium entre les êtres humains. Par exemple, une conférence vidéo, le média social. L'idée, c'est que l'ordinateur devient un moyen pour aider la communication à distance et dans le temps. OK. Alors, la question, j'ai parlé avant de partenariat entre l'être humain et le système. L'idée, c'est qu'on veut prendre l'ordinateur comme un outil et en même temps l'utiliser comme quelqu'un qui va faire des choses pour nous. On a besoin des deux pour faire un vrai partenariat. Et la question, c'est si je fais ça, comment moi, l'utilisateur, peut rester en contrôle de cette interaction? Alors, comment faire? Alors, on est une discipline pluridisciplinaire, ça veut dire on a les informaticiens, bien sûr, on fait des choses, et on a aussi les sociologues, les psychologues, les designers, les gens qui travaillent dans plein de disciplines différentes. Alors, on est un domaine pluridisciplinaire. Et à ce moment-là, c'est bien de prendre un peu de recul et dire qu'est-ce que ça veut dire la recherche dans une discipline pluridisciplinaire. Alors, comment on peut étudier l'interaction comme un phénomène dans une manière rigoureuse et scientifique? Alors, on fait le va-et-vient entre la théorie et l'observation. OK. La théorie, on a toujours, si on regarde les sciences naturelles, comme la physique, la biologie, des choses comme ça, il y a toujours un va-et-vient entre théorie, expérience, observation. Et ça marche comme ça. On fait ça, on continue, on fait ça. C'est la flèche est derrière. Et quand on parle de certaines disciplines, on commence avec la théorie. Par exemple, moi, j'ai découvert le hélix double de ADN en biologie. C'est bien, je commence avec la théorie et j'explique et je montre avec les expériences comment ça marche. Alors, ça, c'est une possibilité. Mais cette va-et-vient est toujours là dans toutes les sciences naturelles. L'autre possibilité, c'est de commencer avec les observations. J'ai observé les images avec cette hélix double et après, je peux créer une théorie qui explique comment ça marche. Et après, je continue avec les autres expériences et je crée les modèles et je continue. Alors, dans ce sens-là, on a plusieurs trucs. Pour nous, on a les théories comme la loi de Fitts pour le pointage. On a aussi des choses comme la cognition distribuée, peu importe. Mais c'est important de dire qu'il y a un aspect théorique et un aspect empirique avec ce qu'on fait. Mais il y a quelque chose qui manque. Et ça, c'est le développement technique. Et ça, c'est où on a besoin des ingénieurs, les mathématiciens, les autres qui veulent créer, et les designers, qui créent les systèmes interactifs. Et pour ça, il y a souvent, surtout dans l'industrie, on fait une série d'artefacts, on les améliore dans le temps. Mais en fait, on vient dans un système, ce qu'on appelle une science de l'artificiel. Herb Simon a parlé de ça dans les années 60. Et l'idée, c'est on observe et on fait des théories avec les phénomènes que nous, les êtres humains, avons créés. Ce n'est pas un géologue qui regarde les montagnes à Grenoble, c'est quelque chose que nous, on a créé.
Et pour ça, il faut faire toutes les possibilités et on regarde tout type de choses pour créer la recherche qui fait tout ça. Ah, OK. Alors, ça, c'est une base pour comprendre un peu la partie interaction humain-machine comme une discipline scientifique. Alors, pour créer les partenariats humain-machine, il faut profiter des meilleures capacités de chacun. Ça veut dire que les êtres humains sont forts en plusieurs choses et les systèmes intelligents ou les ordinateurs sont bien en autre chose. Et l'idée, c'est de profiter des meilleurs des deux et ne pas faire le pire des deux. OK. Alors, je donne quelques exemples. Qu'est-ce que ça veut dire, un partenariat? Bon, imaginez, on parle dans le mode de transport. Si je veux déléguer un système, c'est comme je commande un taxi. Alors, si c'est dans le truc à la Bastille, le restaurant le soir, bon, c'est pas un bon... Bon, il n'y a pas beaucoup de taxis là-bas. Je arrête là. Bon, c'est un taxi ici. Si j'ai trop bu et je veux rentrer chez moi, c'est mieux d'appeler un taxi et quelqu'un d'autre. Je donne l'adresse et le conducteur fait tout. Mais imaginez un autre mode de transport. Imaginez un moto. Ça, c'est quelque chose où je veux faire mon expertise moi-même. Je veux apprendre. J'aime beaucoup m'amuser avec mon moto. Je peux le faire pour... Allez, et ça peut être un Ferrari aussi. Hein. Il n'y a pas des Ferrari automatiques, n'est-ce pas? L'idée, c'est je veux m'amuser avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est le partenariat entre les deux? Est-ce qu'il y a un autre mode de transport qui est à la fois intelligent et différent que nous? Alors, ça, c'est l'exemple, c'est un cheval. Si je veux aller chez moi et le cheval me connaît et connaît où j'habite, il peut me prendre. Si j'ai trop bu, je peux rester là. Si je veux m'amuser et je fais les sauts et je fais les choses dans l'air, je peux faire ça aussi. Je peux apprendre avec lui, il peut apprendre avec moi. Il y a deux types d'intelligence ensemble et l'idée est de faire un partenariat et dans le temps, ça s'améliore. Les deux apprennent mieux de l'un avec l'autre et faire mieux ensemble qu'individuellement. Et ça, c'est le rêve. Et c'est très, très, très différent de cette image qu'on voit sur les voitures automatiques. Parce qu'il y a un gros problème. C'est vu souvent comme ça, comme il y a la personne qui contrôle et de temps en temps, on a de moins en moins de contrôle et le système fait de plus en plus. Mais il y a un problème sur high automation, le quatrième. Alors imaginez que vous êtes là dans la voiture et vous êtes en train de regarder le jeu vidéo, quelque chose, et tout à coup, il y a quelque chose qui est trop difficile pour le système intelligent de gérer. Ça veut dire c'est grave, c'est rare et c'est difficile. Et à ce moment-là, c'est pour vous, l'être humain, de arrêter de rêver de quelque chose, regarder le vidéo et réagir rapidement. Mais ça utilise les pires capacités humaines dans le mauvais moment. Ce n'est pas un bon rêve, ça ne va pas marcher. Il faut sauter entre quelque chose au milieu, à la fin, et pas faire un truc graduel parce que ça ne marche pas. OK. Alors, nous, on travaille sur l'interaction humaine-machine centrée, les systèmes intelligents centrés sur l'être humain. Et je vais commencer avec les exemples. Alors, imaginez que vous avez ça. J'imagine que vous avez tous ça. C'est un smartphone. Alors, ça, c'est un ordinateur très, très, très puissant. Il y a des ordinateurs beaucoup moins puissants qui ont mis un homme sur la Lune. Alors, c'est super puissant. Et vous avez des mains. Vous pouvez faire plein de choses avec les mains. Ils sont aussi plein de capacités. Il y a des gens qui jouent au piano, jouent du piano. De piano. Bon, désolé. Et
Qu'est-ce qu'on a comme interface? Bon, regarde. On peut pointer, déplacer, écarter. Imaginez si on peut regarder ce qui se passe quand on fait la cuisine, si on modélise, fait la sculpture, quand on joue du violon. C'est vraiment pas le même type d'interaction. L'un, c'est vraiment limité, l'autre, c'est très élaboré. Alors, pourquoi on ne fait pas ça pour augmenter la puissance d'expression? Parce qu'on a plein d'expressions en bas et en haut, presque rien. Alors, pourquoi on ne fait pas ça? Bon, on peut utiliser les gestes pour interagir, mais il faut apprendre les gestes. Alors, il faut regarder comment faire un système où les gens peuvent apprendre des gestes. On veut aller entre l'état au début d'un enfant qui commence à jouer du piano et dans le temps apprendre comment être un expert au fur et à mesure. Alors, comment le faire? Bon, on a créé un système pour apprendre les gestes gestuels. Et l'idée, c'est qu'on a quelque chose qui s'appelle le feedback, ce que vous connaissez tous. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai déjà fait, le système a compris quoi, je montre ça. Mais aussi, on a le feed-forward, ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans l'avenir. Et c'est progressif, c'est dans le geste. Et ce qui est important, c'est de distinguer entre les gens qui ne connaissent pas les gestes et les novices et les experts. Je ne veux pas qu'un expert ait arrêté tout le temps pour faire quelque chose et avoir trop d'infos. Il veut juste le faire correctement. Voilà. Alors, imaginez, je veux juste le faire. Et il donne... Bon, j'ai fait une... Ah oui, OK. Alors, regarde ce qui se passe. Il fait quelque chose, il fait une pause. Si je sais quoi faire, je le fais automatiquement. Si je ne sais pas quoi faire, je montre au système que je suis un novice, je fais une pause naturellement, mais je peux le faire explicitement, et ça me donne plus d'infos dans le contexte de mon geste. Et voilà. OK. Alors, comment on peut le faire? Alors, un expert fait les gestes directement, et un novice marque une pause, et ça donne l'info au système que maintenant, c'est le moment de donner plus d'infos dans le contexte. Qu'est-ce que je peux faire? Et je monte une vidéo et j'espère que ça marche. Il y a de moins en moins d'épaisseur si c'est moins en moins probable. Je donne. Et voilà. Bon, OK, ça c'est bien, super, mais j'imagine que quelqu'un a déjà créé une série de gestes et il faut que moi je les prenne. Mais peut-être je veux personnaliser des gestes. C'est peut-être plus facile pour moi de se souvenir qu'un cœur, c'est mon mari, ou je fais autre chose. Comment créer les gestes dans la même manière? Alors, il y a un compromis à faire, parce que le système doit avoir les gestes qui sont faciles à distinguer, et ce n'est pas la même chose que l'être humain. Le côté être humain, il veut avoir les gestes qui sont faciles à se souvenir. Pas la même chose. Alors, on a créé un système qui s'appelle FieldWorld, et l'idée, c'est on veut montrer au système le geste proposé et le système va nous aider à choisir les gestes qui sont faciles à distinguer, mais faciles pour nous de se souvenir. Alors, on commence. Alors, ça, c'est ça. Et voilà. L'idée, c'est on fait un heat map et quand on s'arrête en bleu, ça veut dire c'est bien, nouveau geste. Je peux distinguer, je suis le système, je peux distinguer ce geste entre toutes les autres qui sont dans le système.
Si je m'arrête en rouge, ça veut dire non, ce geste existe déjà, il faut choisir un autre. Et si c'est mauve, ça veut dire que ce n'est pas très clair. Alors, je montre encore une fois une petite vidéo. C'est dans le geste, c'est progressif. Voilà. OK. Alors, il y a plusieurs choses qui arrivent à ce moment-là. On dit, mais le système peut aider la personne, c'est un partenariat entre les deux. Le système montre ce qu'il a compris et ce qu'il propose, et l'utilisateur propose des choses et réagit au système. Il y a un boucle très, très, très interactive entre les deux. Et il y a des autres choses qui sortent en même temps. Le système n'est pas un système qui explique qu'est-ce qui se passe, mais les gens peuvent apprendre des aspects, les caractéristiques des algorithmes qu'ils utilisent. Par exemple, c'est juste un truc avec l'explication des algorithmes. La plupart des gens que je connais qui travaillent sur l'explication sur les algorithmes en IA veulent expliquer leurs jolis algorithmes. Et si on parle avec les vrais êtres humains, les utilisateurs, ils s'en foutent. Ce n'est pas leur truc. Ils veulent travailler, ils veulent faire leur truc, ils ne s'intéressent pas à l'algorithme. Ils veulent savoir qu'est-ce que le système a compris, qu'est-ce que je peux faire avec, comment expliquer ce que je veux au système et comment corriger une erreur. Imaginez l'autre truc que j'ai montré avec le ChatGPT. Il a fait une erreur d'interprétation. Comment je peux dire divorcer et Disneyland, ce n'est pas le même mot. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette quotation de George Box, qui était un statisticien très bien connu. Et il a dit « All models are wrong, but some are useful ». Et il faut réfléchir parce qu'il ne faut pas... Les modèles sont très utiles, mais ils ne sont pas toujours ce qu'on a besoin. Et voilà. OK. Alors, si on regarde avec cet esprit-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, si je fais un trait comme ça, ou je fais un trait comme ça, quand je regarde dans une manière statique, un utilisateur peut dire « Ah, c'est le même geste ». Mais si je regarde ce geste dans le temps, il y a peut-être une différence. Et je peux voir si cet algorithme-là peut distinguer entre ça, ou c'est un système qui ne prend pas l'ordre de mouvement et les deux gestes sont les mêmes. Alors, si le système regarde ici, quand c'est rouge, ce n'est pas la même chose qu'un trait en bas qui est bleu. Alors, le système commence à montrer des choses utiles à l'utilisateur, mais c'est toujours dans le contexte de l'utilisation. C'est dans le contexte de ce que veut l'utilisateur. Ce n'est pas une explication en mots de quelque chose qui est lié avec un algorithme. OK. On a plusieurs choses. On peut aussi étudier l'interaction. Alors ça, c'est quelque chose, ce que j'aime beaucoup, ça c'est un thésard, Théo Sanchez, qui a travaillé récemment, et il a posé la question, normalement on parle des scientifiques de données, data scientists, et eux, ils sont là pour donner les infos aux algorithmes. On va entraîner l'algorithme. C'est bien, nous êtres humains, on aide l'algorithme. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Parce que c'est un être humain qui fait ça. Et comment ça marche dans leur tête? Comment les aider à mieux faire les choses? Il a commencé à travailler avec les scientifiques novices, les scientifiques de données novices, et comment les aider à comprendre comment mieux entraîner un algorithme. Alors,
il a montré qu'il y a deux types d'incertitudes dans un algorithme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses aléatoriques. Ça veut dire il y a le bruit et ambiguïté entre deux choses. Et il y a aussi épistémique. Ça veut dire il y a quelque chose qui est nouveau. Par exemple, si je veux faire un classifieur qui va distinguer entre les chiens et les chats, je peux montrer une photo d'un chien et un chat ensemble. Et ça, c'est un problème de bruit. C'est pas clair. C'est un chien, c'est un chat ou non, c'est les deux. Ça, c'est un exemple de l'incertitude aléatorique. Si je regarde dans l'autre sens, si je monte un panda, c'est pas du tout c'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est quelque chose de nouveau. Et ça, c'est un exemple d'incertitude épistémique. Alors, il a créé une expérience avec les cartes. Et l'idée, c'est entraîner dans une manière interactive. C'est les algorithmes interactifs pour apprendre les différences entre des choses, pour reconnaître des choses. Et il a regardé, je vais faire rapidement parce que le temps passe, mais il a essayé d'aider les scientifiques de données de voir et découvrir comment montrer les deux types d'incertitude. Alors, on fait le même exemple. On peut tester les configurations ambiguës. Ça, c'est trop de bruit. Et ils peuvent aussi faire quelque chose avec la main ou autre chose, changer le arrière-plan pour faire quelque chose de nouveau. Et avec ça, bon, il y a tout un tas de résultats, mais rapidement, ils ont trouvé les moyens rapidement de créer ce qu'on appelle training schedules. C'est de montrer comment montrer au système les différences liées avec le type d'incertitude. OK, je vais faire un autre truc. J'ai parlé de contrôle et garder le contrôle entre l'utilisateur et le système. Et la question, c'est comment le faire. Et est-ce qu'on veut toujours garder tout le contrôle? Ou des fois, je peux donner au système, et ça c'est bien. Comment gérer ça? Alors, on travaille avec les artistes graphiques et on regarde ce qu'on appelle un mood board. Ça veut dire un système d'images et du texte pour faire, par exemple, une campagne de marketing. Et on veut ensembler plein de choses. Et l'idée, c'est les artistes graphiques sont très visuels. Et on les force d'utiliser Google ou Bing ou quelque chose pour chercher des images qui n'est pas toujours bien. Et en fait, ce qu'ils utilisent, c'est des choses comme Pinterest, qui est déjà une curation des experts pour trouver des bonnes images. Et après, ils font les recherches et c'est assez compliqué. Alors, on crée un système qui s'appelle ImageSense. Et c'était explicitement pour pour donner le contrôle aux utilisateurs quand ils gardent le contrôle, quand ils partagent le contrôle et quand ils donnent le contrôle au système. Je montre quelques exemples. Alors, première chose, il y a une partie pour chercher qui s'appelle Cascade. Et l'idée, c'est d'avoir une série d'images qui arrivent et qui sont déjà bien choisis par un expert, par les autres artistes qui sont bien dans leur domaine. Il peut choisir. C'est un peu comme regarder dans les magazines ou les autres choses, des images qui existent déjà. Et ça, c'est un exemple. L'utilisateur reste en contrôle, il regarde des choses qu'ils aiment. Deuxième chose, c'est l'autre extrême. C'est un système qui s'appelle May, et l'idée, c'est le système regarde les images qui sont déjà là et le texte qui est déjà là, et il crée les labels sémantiques et il propose avec les labels sémantiques des images qui peuvent être intéressantes. Et le système, l'utilisateur peut dire oui, je veux plus comme ça, mais moins comme ça. Et c'est toujours dans le boucle d'interaction de dire, mais en même temps, c'est le système qui suggère tout, il donne le contrôle au système, et c'est juste l'utilisateur à la fin qui décide. Alors ça, c'est un exemple.
on a un selectomatic. Et l'idée, c'est je peux faire plus de ça, je peux changer, je peux guider l'agent. Et il y a plusieurs agents qui font plusieurs choses, qui travaillent avec les couleurs, avec des choses. On peut créer les nuages de texte, des couleurs, les types de labels différents. Alors, troisième chose, ce qu'on appelle le collage sémantique, semantic collage. Et là, c'est un va-et-vient entre l'utilisateur et le système. Ici, l'utilisateur peut chercher par image ou plusieurs images, ou faire un crop d'image et chercher pour ça, et ajouter du texte. Et le système fait une analyse avec les labels sémantiques, redonne ça à l'utilisateur, qui peut corriger plus de ça, moins de ça, refaire une recherche, refaire quelque chose. Et ici, il est en train de trouver les vêtements pour les enfants avec les chapeaux. Et l'idée, c'est juste de faire rapidement entre les deux. Le système suggère, l'utilisateur suggère, il corrige, les deux dans les deux sens. Et c'est vraiment un partenariat entre les deux. Et voilà, je vais continuer rapidement. OK. On peut aussi étudier l'interaction avec les algorithmes. Et là, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que j'en parle avec mes collègues en IA. Ils parlent souvent de reinforcement learning. Et au début de ma carrière, j'étais psychologue et j'ai travaillé beaucoup sur ça, mais sur les êtres humains et les animaux. Et c'est un truc très sophistiqué et honnêtement, la partie faite par l'IA, c'est très simplifié. Et ça marche, c'est plus compliqué. Mais on peut l'utiliser dans les systèmes interactifs. Alors, je donne un exemple. On a travaillé avec un groupe qui fait un groupe de théâtre et crée les jolies scènes très interactives. Et on a dit, on va faire quelque chose ensemble dans les vitrines de Noël pour créer quelque chose d'interactif. Et l'idée, c'est comment on peut attirer les gens qui sont là, dans l'espace, et les aider à interagir, et pas seulement interagir, mais apprendre à faire quelque chose. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est d'apprendre à faire un geste comme ça, qui n'est pas évident. Et on ne peut pas utiliser les mots et on ne peut pas montrer cette geste. L'idée, c'est comment utiliser les principes de reinforcement learning, mais avec les êtres humains et avec le système. Alors, comment le faire? OK, on crée une expérience interactive. Il y a un grand mur. Ça, on a fait plusieurs installations. Il y avait une installation pour un mois à Évry, et ça, c'est au CNRS en GIF-sur-Yvette pour 3 jours. Et il y a plusieurs fêtes de sciences. Mais l'idée, c'est on peut explorer le contrôle partagé entre l'utilisateur et le système, sans explication. Alors, ça, c'est un exemple. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est le reinforcer. Ça, c'est le récompense pour l'utilisateur, c'est de faire marcher ce truc qui est magnifique, un peu trop de bruit peut-être, mais... Et il y a un espace au centre avec le petit Père Noël, créé par un artiste graphique qui a fait ça. Et l'idée, c'est les enfants, les gens qui arrivent, veulent faire marcher ce système. Alors, comment le faire? On commence pour 30 secondes. Si la personne approche, l'idée, c'est que le système simule exactement, le petit Père Noël fait exactement ce que fait l'utilisateur. Et pour 30 secondes, ça va. Les gens veulent jouer, faire ça. Père Noël fait ça, c'est amusant. Et après un certain moment, ça devient un peu ennuyeux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après 30 secondes, le système, le Père Noël, s'arrête et il fait ça. Et il attend. Et l'utilisateur fait quelque chose qui s'appelle l'extinction. Imaginez, par exemple, vous êtes là devant une machine à café, vous mettez le monnaie, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites ça? Non, vous bougez. C'est l'extinction. On ajoute combien de mouvements, c'est automatique, les animaux, les êtres humains, tout le monde fait ça. Alors, avec plus de mouvements, on a plus de
d'opportunité de renforcer les choses qui sont bien et ne pas renforcer des choses qui sont moins bien. Alors, on peut faire ce qu'on appelle shaping, ça veut dire on peut former les mouvements de l'être humain sans expliquer ce qu'on est en train de faire, parce qu'il s'intéresse à avoir une réaction positive de M. Père Noël. OK. Et au fur et à mesure, dans un essai et erreur, cette méthode comme ça, les gens utilisent ça. Et alors, on dit 30 secondes miroir. Après, on commence à faire l'attente pour Père Noël, pour l'utilisateur de faire quelque chose qui est intéressant pour Père Noël. On change le contrôle. Et après, on fait les échelles, les pas. Et l'idée, c'est si Père Noël montre et prendre un truc, c'est virtuel, mais c'est lié avec un truc physique, et ça fait montrer, ça fait monter, non, le système marche. Voilà. Voici un exemple. On voit à gauche Père Noël et une fille qui est là souvent, et il y a un Kinect au centre, en bas, et à droite, il y a ce que nous, on détecte, et si c'est vert, ça veut dire c'est bon, elle est en train de bouger. Au début, elle est juste en train d'imiter, elle est un peu ennuyée, mais maintenant, elle regarde les marches, et ça augmente, et il y a un feedback progressif, positif, si elle peut passer de notre marche, et il faut faire les trois. Alors, elle continue. Et on regarde ces max MSP à droite, ça c'est comment c'était programmé. Alors un Kinect qui regarde, qui donne le squelette, et elle fait ça. Et maintenant, j'adore ça, elle fait un peu... et ça marche. Et après, le Père Noël dit « Ah oui, c'est super, c'est top ». Et en fait, cette jeune fille, c'était pour le truc CNRS, elle était de retour chaque jour. Il y avait plusieurs enfants qui ont fait ça et ils ont adoré ça. Alors, je vais juste montrer, je regarde le temps. Ça, c'est les gens qui sont très systématiques, qui veulent comprendre comment ça marche. On peut faire ça. Et lui, il a réussi, mais c'est beaucoup plus amusant de regarder elle parce qu'elle est beaucoup plus mignonne. Et elle a réussi aussi. Alors, c'est un système puissant. On peut vraiment contrôler ou apprendre le comportement entre l'utilisateur et faire un partenariat pour mieux ou pire. Bon, les systèmes de médias sociaux utilisent les mêmes principes pour faire les addictions entre les êtres humains, tout ça. Alors, il faut faire attention. OK. On a fait la même chose avec un truc qui s'appelle le créateur-temps. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans, mais on fait un type de hackathon avec les étudiants en art et design, interaction humaine-machine et intelligence artificielle. Ils sont ensemble pour 10 jours et ils ont 5 jours de créateur-temps où ils sont là avec... On a des masterclass en IHM et IA, et après on a 4 artistes qui les accompagnent pendant 5 jours dans un Fab Lab pour créer un système créatif, interactif et intelligent. Et après le mettre dans une galerie publique à Paris pour un week-end. Et là, c'est l'une des choses qui s'appelle Egon. C'est un œuf favergé qui est un peu arrogant et qui veut que l'utilisateur le plaît. Alors, c'est ça. Et il répond à ce que fait l'utilisateur. Je pense que c'est mieux le prochain. Alors, ça, c'est... Je veux... Ça, c'est les étudiants en train de parler avec les gens. On a fait plusieurs thèses, les articles de recherche. C'était intéressant. C'est un mélange entre les disciplines vraiment différentes, entre les étudiants dans la recherche, ça veut dire IHM, IA, mais une partie très empirique, une autre partie très mathématique, et aussi les étudiants en design et art, pas la même chose.
et de les mettre ensemble, ils ont créé des choses vraiment intéressantes. Et voilà. On peut voir, il y a une caméra, il y a un système de voix, il bouge, il réagit et les gens essaient de comprendre comment ça se passe. Et voilà, c'est sympa. Je pense que je vais arrêter là, même si c'est joli. La dernière chose à montrer, mais il faut que je passe rapidement parce que je veux avoir quelques questions quand même, c'est là on a parlé de comment on peut soit aider l'utilisateur à faire quelque chose ou partager le contrôle avec eux, mais aussi on peut extraire l'interaction d'eux dans une manière qui aide les deux ensemble d'être plus efficaces. Là, on utilise un système, c'est de statistiques bayésiennes. Je montre parce que de temps en temps, les algorithmes, regarde, les algorithmes, je ne vais pas expliquer. C'est juste pour dire que on a le principe qui vient de Shannon, la théorie d'information. Et l'idée, c'est on peut, j'imagine que vous êtes tous au courant de ça, ce n'est pas exactement les nouvelles. Et la question, bon, je vais sauter rapidement. On est dans une situation, imaginez, vous êtes dans une situation, vous êtes l'utilisateur, vous savez où vous voulez aller, mais le système n'a aucune information. Alors, si vous êtes dans un système interactif traditionnel, vous allez aller au fur et à mesure à l'espace. Par exemple, aller entre Denver et à New York. Bon, on fait ça. Et c'est assez lent, mais bon, vous allez comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe si le système pose des questions pour augmenter le gain d'information par la question et la réponse et donne le plus d'informations au système pour aller plus rapidement dans le système. Alors, regarde, on a un système très, très, très limité pour illustrer le principe. Imaginez que j'ai des cadres qui montrent où je suis. Et, bon, il y a le va-et-vient, j'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais l'idée, c'est je veux aller à New York. Je peux montrer que je vais vers l'ouest. Je suis limitée au niveau d'interaction. Je peux vers à gauche, à droite, en haut, en bas. Je peux faire un zoom, in ou out. Et voilà, je peux choisir entre cette vue-là pour le deuxième, ou ça, ou ça, ou ça. Il y a plein de vues différentes et l'utilisateur peut choisir la vue qui donne le maximum d'informations au système pour aller le plus vite, pour avoir le moins d'étapes entre les deux. Et ce n'est pas le plus probable, c'est le truc qui donne le maximum d'informations. Alors, c'est ça. Ce qui n'est pas... Ça prend un peu de temps pour réfléchir à ça, parce que imaginez que si le système sait que c'est l'un des deux, et c'est à droite, et bon, alors ça donne le maximum d'informations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça augmente le cognitive load, le taux de travail cognitif pour l'utilisateur, mais une gain de 40%, qui est énorme pour IHM, au niveau de performance. Alors, on utilise les principes qui viennent de la théorie de l'information. Alors, ça, c'est la vidéo. Ah, ouais, la vidéo. Et il saute et le système montre les possibilités. La personne fait les choix et on peut aller dans 3 étapes juste avec ce système. Alors, OK, je vais arrêter là, mais l'idée, c'est on veut regarder quel est l'avenir, ce qu'on a besoin, ce qu'on veut avec notre interaction avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on veut que le système le fait pour nous, qu'il nous remplace, et qu'est-ce qu'on va faire si on est remplacé? Est-ce que c'est ça ou pire? Ou est-ce qu'on veut que les systèmes intelligents nous aident à améliorer notre performance? Des fois,
avec plus de défis, des fois avec plus d'aide, peut-être plus continu, mais vraiment réfléchir différemment à comment on peut concevoir ces systèmes pour aider les êtres humains de mieux profiter du système et à la fin de l'interaction, que l'être humain, ce n'est pas seulement que le système est mieux, mais aussi l'être humain, et les deux ensemble sont mieux que l'un ou l'autre individuellement. Ça, c'est le rêve. Et je pense qu'on peut regarder plusieurs formes d'interaction quand j'utilise mon petit dessin avec le cheval. Et je vais arrêter là, et merci beaucoup, et j'écoute aux questions. Merci. Voilà, si vous avez des questions dans la salle, des membres du staff peuvent vous monter un micro. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Romain, je me disais aussi. Merci pour la présentation. Je reste justement sur la fin, là. Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment un rêve que de vouloir augmenter l'être humain. Ça s'appelle du transhumanisme. C'est ce que fait Aminatech, d'ailleurs. Et en fait, il y a... C'est peut-être l'image qui est embêtante parce que... Oui, mais alors on peut imaginer que du coup, augmenter l'être humain, ça va être augmenter les capacités des travailleurs à travailler encore plus longtemps, se détruire encore plus la santé en faisant les gestes exactement précisés par la machine. Ça veut dire orienter vers une forme de monoculture où tout le monde va se comporter pareil pour être maximalement augmenté. Est-ce qu'il n'y a pas des dérives? Non, pas du tout. Je n'ai pas montré des choses expressives qu'on fait. On travaille beaucoup avec les artistes et... en fait, ce qui nous intéresse, c'est de partie individuelle et être humain et de ne pas faire toutes les choses que j'ai montrées sont pour personnaliser et faire des choses qui sont mieux pour l'être humain. Alors, il y a dans un contexte un peu... il y a toujours un contexte politique et si je suis chef d'une entreprise, si je veux remplacer la moitié de mes employés, je vais les faire et c'est... Bon. Mais l'idée, c'est de montrer comment on peut augmenter la capacité de ne pas mettre les êtres humains dans la situation de correcteur d'erreurs d'IA, qui est le chemin, ce qu'on voit maintenant, avec la plupart des interactions, ce qu'on voit, mais en fait d'insister que nous sommes les êtres humains avec les capacités humaines et on veut profiter de ça et les utiliser. Et je veux être mieux, si je suis médecin, je ne veux pas que j'ai un système de radiogramme, d'analyse de radiogramme qui me donne dans le temps moins de capacité pour évaluer des choses. Je veux que mes interactions avec le système sont à la fois plus efficaces ensemble, mais aussi qui donnent à moi plus d'expérience et plus de capacité pour faire ça moi-même. Je veux être plus expert. On travaille avec les pilotes maintenant, on travaille avec les gens dans les hôpitaux. C'est vraiment pour aider les êtres humains à rester humains et faire plus. Par contre, on devient dépendant du système. Et donc, on est plus autonome et hétéronome. Donc, le jour où on aura moins ces outils, parce qu'on les aura de moins en moins dans l'avenir, on ne peut pas utiliser autant d'énergie qu'on utilise aujourd'hui, ça veut dire qu'on aura créé un verrou dans lequel l'être humain est devenu dépendant de son outil. Et donc, quand l'outil disparaîtra, on sera tout nu parce qu'on ne saura plus faire. Mais c'est exactement ce raisonnement, ce que j'essaie de montrer ici. Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir les systèmes qui nous contrôlent et qui limitent les capacités humaines. C'est exactement le message opposé. Alors, je suis désolée, j'ai raté tout mon discours, si ça c'est le résultat, ce que vous avez pris. Ici, s'il te plaît. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Donc l'interaction de machine, ça passe par les sens, la vue, le toucher. J'ai l'impression que c'est les sens qui sont particulièrement utilisés dans l'interaction. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer augmenter le périmètre d'utilisation des sens pour l'interaction homme-machine? Est-ce qu'on peut imaginer aussi enrichir cette utilisation des sens?
Oui, bien sûr. En fait, on a déjà plein de machines qui augmentent nos sens, les microscopes, les télescopes, les choses qu'on a déjà fait pour faire ça, et on peut continuer à les augmenter. Mais je pense que ce que je veux, le but de cette conférence, c'est d'insister vraiment que c'est important de regarder l'impact de n'importe quel système sur l'être humain, court terme, mi-terme, long terme. Et on peut créer des systèmes qui sont pires pour les gens ou mieux pour les gens. Et si on veut faire, on travaille aussi avec Bruxelles et de voir comment faire la policy, les lois liées avec ça. Et la question, c'est si on fait les lois par rapport juste les algorithmes, on ne fait pas de progrès. Il faut vraiment regarder quel est l'impact. Et c'est lié avec ce que vous avez dit aussi. Il faut regarder l'impact sur l'être humain. Donc, à travers cette interaction constructive, l'idée, c'est d'affiner les sens et non pas les saturer. Parce que quelquefois, on a l'impression que les machines saturent nos sens. Trop d'informations, trop de... Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cognitive overload. Et comment on peut gérer ça, il y a plein de choses. Mais il y a beaucoup de recherches à faire. On est dans une situation où les capacités de la machine, j'ai effacé une série de transparents là-dessus, mais la loi de Moore marche très bien pour ça, au niveau de capacité du système, mais au niveau de mes capacités de voix, d'auditoire et tout ça, ça bouge comme ça. C'est pas mieux. Et il faut vraiment prendre ça en compte et peut-être augmenter, mais avec l'aide du système. Bon. Merci. Il y avait juste à côté et puis ensuite là-bas, en dernier. Merci pour la conférence. Tu as montré que le cerveau était très efficace en termes de consommation énergétique, et pourtant, dans les approches algorithmiques que vous regardez, vous n'avez pas l'air d'aller vers des systèmes bio-inspirés spécifiquement. Pourquoi ? Bon, on n'est pas vraiment... Notre but, ce n'est pas de créer des algorithmes. Il y a des gens qui sont très forts à ça, et nous, on travaille avec les gens qui peuvent... Bon, nous, on fait un peu, mais j'ai un membre de mon équipe et plusieurs étudiants qui travaillent sur le sustainability et comment faire des algorithmes qui sont plus efficaces pour faire la même chose. Et j'ai un transparent qui a dit que même algorithme, si on fait différemment, peut avoir la même interaction, mais avec beaucoup moins de choses. Mais les systèmes biologiques, moi, je trouve, on imagine que le cerveau, c'est un réseau comme un réseau, un neural net. Et ce n'est pas exactement ça. C'est chimique, il y a plein d'autres choses qui sont là. Alors, on peut être inspiré pour faire les algorithmes, et ça, c'est un truc intéressant pour la recherche. Mais ce n'est pas ce que je suis... Bon, ça, c'est pour simuler l'être humain. Et moi, je m'intéresse à l'interaction entre l'humain et un système interactif qui peut être plus ou moins intelligent. C'est une autre perspective. Merci, vers Nicolas. Et peut-être c'est mieux si c'est inspiré par la biologie, mais le but, c'est quel est l'impact sur l'être humain. Il y avait une autre... Il y a une question là-bas, je crois. Je suis... Merci. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre exposé qui est vraiment très, je dirais, controversé pour nous. Et j'ai une question concernant l'explicabilité. Vous dites que l'humain n'a pas besoin d'expliquer l'algorithme, mais comment est-ce qu'il peut avoir confiance au système si à un moment donné, il n'est pas capable de comprendre que le système est correct sur les exemples qu'il comprenne? Ouais. Je pense que la confiance, c'est un gros projet. On a quelques étudiants qui travaillent là-dessus. Je ne suis pas experte, mais je pense que le problème, c'est si on commence avec l'idée qu'il y a ce qu'on appelle le ground truth. Ça veut dire quelque chose qui est vrai. Le système connaît ce qui est vrai, et on regarde les êtres humains comme les machines qui font des erreurs. On utilise
Par exemple, Daniel Kahneman, qui fait Thinking Fast and Slow, a parlé beaucoup de biais, de confirmation bias et tous les biais. C'est très intéressant, mais il faut regarder ça comme ce qu'on fait pour apprendre comment le système visuel marche. On fait les choses qui sont les illusions visuelles. Alors, ce que Kahneman et Tversky font, c'est les illusions cognitives pour comprendre les biais des êtres humains. Et on peut les utiliser, mais l'idée qu'il y a toujours quelque chose qui est vrai et que le système le connaît et pas l'être humain, c'est normalement une erreur. Il y a peu de choses. Si le système peut savoir vraiment, ce n'est pas la peine d'avoir un être humain dans le boucle pour faire cette décision. Et si ce n'est pas clair, s'il y a des erreurs de jugement, il y a le bruit, il y a les biais, il y a plein de choses, et c'est cette interaction qui est très importante. On peut améliorer des choses, mais il ne faut pas commencer avec l'idée que le problème, c'est l'utilisateur qui fait des bêtises, et je vais corriger l'utilisateur avec mon système intelligent. Il y a pas mal de chercheurs en IA qui commencent le projet comme ça. Je pense qu'on peut facilement montrer que c'est un problème. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement de ce que vous avez dit, mais je pense que c'est au moins lié. Bon. Merci. Il y a une avant-dernière question là-bas. Une petite question, s'il vous plaît. Merci pour la présentation. Et du coup, je me demande comment vous pensez pour les futurs systèmes qui vont battre ChatGPT, comment on va faire au niveau grand échelle. Je n'ai pas entendu la fin. Du coup, vous avez dit que ChatGPT fait pas mal d'erreurs parce qu'on du coup, on fait confiance trop aux données et l'être humain est moins impliqué. Et pour les futurs systèmes, vous pensez quoi? C'est intéressant. J'ai un collègue à IBM Research et il travaille dans le mode financier. Et ça, c'est un problème où on a des gens dans la banque qui doivent faire des choix. Est-ce que ça c'est en fraude ou est-ce que c'est bon? Et s'ils font une erreur, c'est grave. Et c'est un niveau d'échelle qui dépasse les limites humaines. Alors, ils ont besoin des systèmes pour les aider à faire les choix. L'un des problèmes, c'est que la loi en Europe, c'est que s'il y a une décision, il faut montrer qu'il y a un être humain qui est responsable. Et la question, c'est comment créer ce truc. S'il y a une partie où il peut montrer que les êtres humains sont pires que le système à ce parti-là, l'être humain, c'est mieux que le système là, et il y a une partie au milieu. Et la question, après, c'est la loi dit ça qui est responsable, et ça devient une question politique entre les deux. Mais c'est vrai qu'avec l'augmentation d'échelle des décisions faites par les êtres humains, on a besoin de plus en plus d'aide, et on n'étude pas assez comment le faire dans une manière efficace. J'ai un autre exemple, juste rapidement. Ils ont fait une étude avec, c'était les gens en cryptologie. Et ils ont fait exactement le même truc, 2 fois contrebalancé, tout bien fait, pour faire un système avec l'aide de ChatGPT et sans aide avec le ChatGPT. À la fin, ils ont les gens de l'extérieur qui a analysé les résultats. S'ils posent la question aux programmeurs, ils ont dit « j'étais mieux avec ChatGPT ». Et si on regarde les gens qui ont fait un review aveugle avec les deux, en fait, c'était beaucoup mieux le système fait par l'être humain. Alors, il faut faire attention parce qu'on a l'impression qu'on est mieux avec un système de l'aide, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais en même temps, il y a des situations où on est mieux. Mais il faut mesurer ça. C'est une question de recherche et c'est une question qu'il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas supposer qu'avoir un système intelligent va aider nous. Des fois oui, des fois non. On peut changer, faire des petits détails, changement de détails, et ça peut augmenter ou diminuer la performance et l'impact sur l'être humain. Voilà. Merci. Il y a juste le temps pour une dernière question. Merci pour votre exposé. J'ai entendu beaucoup parler d'interdisciplinarité, c'est intéressant parce que d'une part, c'était intéressant de voir comment
un objet qu'on croit connaître dans nos disciplines est abordé par une autre communauté avec une pratique de recherche très différente. Ça, c'était très intéressant. Et le traitement du signal entre les maths, la physique, les sciences naturelles et l'info, c'est aussi interdisciplinaire. Et ma question, c'est finalement, dans l'interaction entre l'homme et la machine, comment la création ou la création entre l'homme et la machine, elle est différente de la création entre deux êtres humains, finalement? Est-ce que ça se passe différemment entre deux êtres humains ou entre un être humain et une machine? C'est très différent. Nous, bon, il y a un aspect... je donne un exemple que j'adore. Alors, nous, on travaille avec les individus. On travaille, par exemple, le truc avec les artistes graphiques. On regarde et on observe les gens. C'est empirique. On travaille avec les pilotes d'avion, on travaille avec les dispatchers à RTE, on travaille avec les médecins, on travaille avec les vrais utilisateurs et les observe et on fait ce qu'on appelle la conception participative. On travaille, il y a toujours une série de techniques qu'on utilise pour bien travailler avec les gens. Il y a des choses qui marchent mieux et des choses qui marchent moins bien. Alors ça, c'est une chose. Il y a l'approche opposée de Google, par exemple. Il fait les tests A/B. J'ai 1 million d'utilisateurs ici et j'ai 1 million d'utilisateurs à côté et je veux comparer les deux choix. Et des fois, c'est efficace, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Avec le système avec tout petit, on a des idées pourquoi ça peut marcher pour ça ou ça. L'exemple que je vais donner, on a travaillé sur un système qui s'appelle le Expressive Keyboard et l'idée, c'est que je peux utiliser gesture typing. Et le système peut capturer les différences entre les moyens d'écrire que je fais et que quelqu'un d'autre. Et c'est un peu comme écrire à la main. On peut voir les différences. C'est pas juste... Toutes les différences humaines ne sont pas traitées comme le bruit. C'est utilisé comme une forme d'expression contrôlée par l'utilisateur. Je n'ai pas montré ce truc. Mais... j'ai travaillé avec Xiuming Zhai, qui est la personne qui a inventé gesture typing à Google, et il a simulé 1 million d'utilisateurs pour tester le système que Google utilise. Il était très fier. Nous, on a fait une petite étude avec 12 personnes, et on a demandé aux gens de faire en 4 jours, de faire un texte assis, debout, et en train de marcher. Et on a capturé tout ce qu'ils ont fait. Et en fait, ce qu'on a, on a plus de variabilité et plein de choses dans cette petite base de données réelle avec les vrais utilisateurs, ce qu'il a fait avec sa million de simulations d'utilisateurs. Alors, c'est pas que c'est mauvais de faire 1 million, c'est utile pour certaines choses. Il y a des autres questions où il faut vraiment rester avec les vrais êtres humains et garder ça. Merci. Bon, évidemment, j'ai appelé à la discipline et je suis le premier à déroger à la règle. Il est déjà 15h13, donc on va s'arrêter là. Je vous propose de remercier une dernière fois Wendy Mackay. Merci.